Vous n'avez qu'un seul parti qui a chiffré son programme, avec des bons économistes qui ont fait des études d'économie, qui valident ce programme. Mais ce programme, il est très simple, c'est un programme de relance. Et les gens ont encore de la défiance. La plupart des gens qui parlent à la télé, ils n'ont pas fait d'études d'économie. Ils n'ont pas fait d'études d'économie. Donc si vous les croyez, à un moment, c'est votre problème aussi. Bonjour tout le monde, vous le savez, nous avons déposé en mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025 et notre candidature est recevable, vous avez bien entendu. Notre dossier est suffisamment sérieux pour passer au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionné cet été. Oui, 25 candidatures pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par un État ni par un riche actionnaire n'a été aussi prêt d'arracher un canal aux milliardaires. Les canaux de C8, CNews, BFM TV ou encore LCI sont aussi remis en jeu. Nous sommes prêts. Notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Tout est entre vos mains pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran. Ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le nouveau Front Populaire présente ses chiffres, mais les réticences patronales et médiatiques perdurent. C'est parti. Sous le feu des critiques et des peurs du grand patronat, le nouveau Front Populaire a présenté le chiffrage du programme vendredi dernier. Nous y étions avec mon camarade Andrei Manivit. Et au-delà des partis politiques traditionnels, le NFP rassemble aussi sociétés civiles, chercheurs, associations et syndicats. Lors du chiffrage, donc vendredi dernier, des économistes étaient présents pour soutenir le programme, dont Julia Cagé. Services publics, salaires, écologie, culture, sport, le NFP promet de réinjecter du budget. On est à 50 milliards au tout départ, on est à 100 milliards à horizon de l'an prochain et je crois qu'on est à 150 milliards à horizon 2027 et justement il y a le choix qui nous paraissait aussi très important qui est fait de ne pas financer par de la dette, de financer par des recettes. Et donc en face de ça, il y a un certain nombre de recettes. Vous avez 12 à 14 milliards de recettes supplémentaires liées à la réintroduction d'un véritable impôt sur la fortune. Vous avez des recettes supplémentaires liées à la mise en place d'une CSG progressive et de nouvelles tranches sur l'impôt sur le revenu, sachant que c'est quand même une augmentation d'impôt pour simplement 8% des foyers fiscaux. On a une baisse d'impôt pour 92% des foyers fiscaux. Et ça a détaillé, il y a un certain nombre de niches fiscales qui sont inefficaces, qui vont être supprimées. Et donc en fait, vous avez un point d'équilibre. Emmanuel Macron, au cours des dernières années, pourquoi on a une dégradation des comptes publics en France? Alors on peut dire il y a la Covid, mais il y avait eu un décrochage dès 2018-2019 avant la crise Covid. Pourquoi? Parce qu'il a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. Donc en fait il s'est privé d'un nombre considérable de recettes fiscales sans finalement ralentir du point de vue des dépenses. Donc nous ici on assume que pour faire des dépenses supplémentaires, pour investir dans l'éducation, pour investir dans la santé, pour investir dans la transition écologique, on ne peut pas se priver de recettes, il faut davantage de recettes fiscales et ces recettes fiscales on va les prendre chez les plus aisés, donc chez quelques milliers finalement de foyers fiscaux pour aussi réintroduire de la justice fiscale. Mais alors si on taxe, est-ce que les investisseurs, les grandes fortunes, les entreprises, vous savez, ceux qui créent de l'emploi et la richesse dans notre pays, vont s'enfuir et nous conduire à notre perte? On a posé la question à Julia Cagé. On aurait pu avoir cet argument théoriquement il y a 5 ou 7 ans et on peut faire des modèles, la théorie économique peut être assez flexible, vous savez, on peut faire des modèles qui vont dire que si vous taxez moins les entreprises, elles vont créer davantage d'emplois. Ce qui est bien d'une certaine manière avec le septennat Emmanuel Macron, c'est qu'on a du recul économique maintenant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une augmentation du taux de marge des entreprises, mais que ces entreprises, elles n'ont pas davantage investi en France, elles n'ont pas davantage créé d'emplois en France, et en fait, on n'a pas eu une augmentation de l'attractivité des entreprises françaises. Donc ça a été inefficace d'un point de vue économique, et devant cette inefficacité, je pense que c'est important d'en tirer le bilan, en fait, et de revenir sur ces politiques inefficaces, qui étaient des politiques entièrement tournées vers l'offre, et d'avoir une politique qui est davantage une politique de demande d'une part, et ensuite une politique de justice fiscale qui permette de financer, et encore une fois, ça c'est crucial dans ce programme, non seulement une relance du pouvoir d'achat à court terme, mais aussi sur le long terme, un investissement dans la santé, dans l'éducation, dans l'université et dans la recherche. Pareil, une autre idée répandue, c'est oui, si on taxe les entreprises ou les plus riches, ils vont finir par partir alors que c'est eux qui créent de l'emploi en France, c'est eux qui créent de la richesse. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument, pareil, très répandu? Encore une fois, on a une expérience empirique qui est ce qui s'est passé depuis 2017 et ça tombe très bien. Il se trouve que sa réforme de la fiscalité, notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, Emmanuel Macron l'a fait évaluer lui-même par France
stratégie, qui a priori n'est pas un repère de gauchistes. Qu'est-ce qu'on a vu avec la suppression de l'impôt sur la fortune? C'est que, on n'a pas eu une diminution ou une augmentation d'ailleurs des comportements d'exit fiscal, en fait, de gens qui quittent le territoire pour des raisons fiscales. En fait, vous avez très peu de millionnaires qui sont revenus, très peu de millionnaires qui sont partis. Donc ça a été complètement neutre de ce point de vue-là. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a eu pas de croissance supplémentaire, pas d'investissement supplémentaire, pas d'emploi supplémentaire. Deuxième chose, il y a quand même parfois des comportements d'optimisation. Qu'est-ce qui permet ce comportement d'optimisation? C'est qu'en général, les assiettes sont trouées. L'assiette de l'impôt sur la fortune en 2017, en 2017, c'était une assiette qui était extrêmement trouée, en fait, qui taxait certains patrimoines, pas d'autres patrimoines. Donc là, on va avoir une assiette qui ne sera plus trouée, ce qui va limiter les comportements d'optimisation fiscale. Puis l'autre chose sur laquelle Emmanuel Macron était revenu en 2017, c'est qu'il avait supprimé ce qu'on appelle l'exit tax. Là, on va réintroduire une exit tax, c'est-à-dire que si vous avez des contribuables qui décident de quitter le territoire français uniquement pour des raisons fiscales, c'est-à-dire pour échapper à l'impôt, en fait, ils vont devoir payer l'impôt, même s'ils quittent le territoire français, parce qu'en fait, ils auront bénéficié de l'éducation en France, de la formation des salariés en France, de la santé en France, et donc ils vont devoir continuer finalement à participer à l'effort fiscal. C'est pas un truc extraordinaire, hein. Vous avez plein de pays où ça se fait. Prenez les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, si vous quittez les États-Unis pour des raisons fiscales et que vous vous installez dans un autre pays, vous avez une fiscalité plus avantageuse, vous devez payer le différentiel de fiscalité. Et si vous ne le faites pas, vous perdez carrément la nationalité états-unienne. Les États-Unis, encore une fois, c'est pas non plus un pays complètement communiste, hein, et ça marche très bien. Il faut juste aussi que la France... Les États-Unis, encore une fois, c'est pas non plus un pays complètement communiste, hein, et ça marche. Et ces grandes fortunes-là, ces grandes entreprises, je disais ironiquement juste avant que c'était elles qui créaient de la richesse et de l'emploi dans le pays. Ironiquement, car plusieurs études ont montré que c'était finalement une grosse idée reçue. On en a parlé avec Yann Brossa, sénateur PCF et parti du NFP. Si on regardait la liste des milliardaires français, il y en a une infime minorité qui doivent leur fortune à leur propre talent. D'abord, il y a peut-être le talent, mais enfin il y a souvent l'héritage quand même. Et il y a par ailleurs le fait qu'ils ont bénéficié du service public. Ils ont été à l'école, ils ont évolué en France, qui est un pays qui a fait le choix, et nous avons eu raison de le faire, d'avoir un haut niveau de service public. Ils ne sont pas une génération spontanée, ils ont grandi dans un pays, le nôtre. Et donc, en l'occurrence, c'est bien souvent faux. Personne ne s'est fait tout seul. Donc, on bénéficie de cet environnement, y compris les entreprises françaises bénéficient du service public, des équipements publics que nous avons fait le choix d'avoir en France. Subventions aussi. Et par ailleurs, vous avez raison de le dire, aujourd'hui les premiers assistés de France, ce sont les très grosses entreprises. Quand vous voyez les 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, qui pour une part d'ailleurs sont concentrés sur les grosses entreprises, elles sont sans conditions, elles sont sans contrepartie et elles ne sont jamais remboursées quand elles ont servi à verser des dividendes à des actionnaires ou quand elles ont servi à licencier derrière. Dans ces entreprises, il y a aussi des salariés qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, mais on oublie trop souvent que ce sont les salariés qui produisent les richesses de notre pays. Et c'est précisément pour lesquels nous considérons qu'il est essentiel d'augmenter les salaires. Il n'est pas normal que ceux qui font tourner ce pays, on l'a quand même beaucoup dit pendant la période du Covid, ceux qui font tourner notre pays aujourd'hui ne peuvent pour une part pas vivre de leur travail. C'est un scandale absolu. Quand on voit la situation des infirmières, des assistantes maternelles, des enseignants, des caissières, qui exercent des métiers absolument indispensables, sans lesquels ni l'économie ni les services publics ne fonctionnent, qui aujourd'hui tirent la langue tellement leurs salaires sont bas, on doit rompre avec cette logique-là. On doit leur redonner du pouvoir d'achat, à la fois pour leur permettre de sortir la tête de l'eau, et aussi pour relancer l'économie. Parce que derrière, quand vous augmentez de 200 € le SMIC à ces hommes et ces femmes, c'est de l'argent qu'ils ne placent pas en bourse. C'est de l'argent qui, de fait, circule dans l'économie et contribue à la relance économique. Sur l'augmentation des salaires, Jordan Bardella avait fustigé la gauche en défendant les patrons qui seraient assommés par les charges. On est allé poser la question à Alexandre Wizy, sénateur socialiste et parti aussi du Nouveau Front Populaire. Sur l'augmentation du SMIC et des salaires en général, Jordan Bardella vous a attaqué en disant que ça allait appauvrir les TPE, les PME, que ça allait faire du mal aux patrons. Qu'est-ce que vous répondez sur ce genre d'argument ? Je réponds tout simplement que, d'abord, le taux de marge des entreprises françaises a monté ces dernières années. Donc, en moyenne, elles ont les moyens
de supporter ces hausses du SMIC. Et ce serait quand même bien que la répartition travail-capital, qui s'est beaucoup dégradée dans notre pays, revienne un petit peu vers le travail. Ce serait quand même la moindre des choses. Et puis pour les entreprises qui ont des difficultés spécifiques, on ne va pas les laisser tomber, hein. On n'est pas là pour détruire de l'emploi. Donc sur celles qui ont des difficultés spécifiques, il y aura un système d'accompagnement qu'on est en train d'élaborer avec les différents partenaires pour avoir là un crédit d'impôt ou un autre outil, on est en train de réfléchir là-dessus, qui nous permettent de faire face dans les petites entreprises qui auraient des difficultés. Ce n'est pas le cas de toutes, Dieu merci, dans notre pays, il y a des gens qui peuvent faire des augmentations de salaire. Et dernière question, quand vous dites redistribuer la richesse, etc., souvent c'est les classes moyennes, basses qui peuvent se sentir visées, qui ont peur pour leur salaire. Vous attaquez un petit peu plus au-dessus, si je comprends bien le programme. Regardez, le point d'indice des fonctionnaires, c'est pour tout le monde. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. En fait, on va augmenter pour aussi les classes moyennes. Et puis deuxième chose, avec la hausse du SMIC, il y a toujours un effet d'entraînement sur le reste de la chaîne des salaires. Parfois, il y a un effet de tassement, il faut faire attention, mais il y a surtout un effet d'entraînement sur le reste des salaires. Donc, quand le SMIC augmente, en général, la chaîne des salaires qui suit, ça lui donne un petit coup de boost. Donc, c'est aussi ça qu'on vise avec les différentes mesures. Et puis, l'école gratuite, telle qu'on la promet, c'est pour toutes les familles, c'est pour tout le monde. Donc, vous voyez, on a des mesures à portée générale, on ouvre des droits universels. Et c'est ce qui est à mon avis beau dans ce programme. La politique fiscale d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une politique pour les classes moyennes, c'est une politique pour les très hauts revenus. Voilà. Et quand vous regardez les économies d'impôts qu'ont fait les très hauts revenus dans ce pays, c'est les classes moyennes qui devraient vraiment se sentir cocu de la politique d'Emmanuel Macron. C'est ça la réalité, ce n'est pas le défenseur des classes moyennes. Nous sommes le défenseur des classes moyennes et des classes populaires et on va le montrer le 30 juin et le 7 juillet. Pour les impôts, le NFP assure que jusqu'à 4 000 € par mois, rien ne changera ou baissera. Le programme chiffre aussi sur une hausse de l'investissement de l'État et de la commande publique, ce qui augmenterait l'activité des entreprises françaises. Il compte donc sur l'effet multiplicateur. Alors après ce petit compte rendu sur le chiffrage, vous l'attendez tous. On va se tourner vers Thomas pour débriefer. Alors il y avait Éloi Laurent qui est économiste et qui était présent à la présentation du programme du Nouveau Front Populaire. Il a fait une mise en garde un peu sur l'aspect de crédibilité en disant crédible pour qui ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut plutôt parler de bien-être, d'espérance de vie par rapport au changement climatique, etc. Je vais quand même te poser la question, Thomas, car elle est brûlante, elle enflamme tous les débats sur tous les plateaux. Pour toi, est-ce que le programme du Nouveau Front Populaire au niveau économique, il est crédible là ? Il est très crédible. Déjà, dans ta présentation, tu as cité deux économistes qui sont très crédibles. Éloi Laurent, qui est un chercheur à l'OFCE, très bon chercheur, Julia Cagé, grande chercheuse, professeure à Sciences Po. Il y a d'autres économistes, Éric Baird, qui est un professeur à l'université, membre des économistes atterrés, très bon chercheur également, Thomas Piketty, chercheur de renommée internationale, Esther Duflo qui a apporté son soutien également. Donc là, on a quand même des économistes de haut vol, des vrais économistes qui ont fait des études d'économie, qui valident ce programme. Mais ce programme, il est très simple, c'est un programme de relance, c'est-à-dire d'investissement public, de taxation des personnes les plus aisées avec une forme de progressivité, de retour sur un certain nombre de réformes qui ont été mises en place par Macron et qui n'ont pas eu les effets escomptés. Je rappelle aujourd'hui que le déficit budgétaire, 50% du déficit budgétaire, pour lequel on n'arrête pas de nous rabâcher que ce serait une catastrophe si la gauche passait, 50% du déficit budgétaire aujourd'hui est dû principalement aux mesures fiscales faites par Macron sur les grandes entreprises, sur les plus riches, avec la flat tax, l'ISF, la baisse de l'IS, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles ils vont revenir. Donc c'est un programme crédible, plutôt keynésien, qui n'a rien d'un programme de gauche radicale, c'est même plutôt un programme social-démocrate, parce que, je veux dire, il n'y a pas de nationalisation, il n'y a pas toutes ces choses qui étaient dans le programme de 81, où on prendrait des entreprises privées, on les nationaliserait totalement. On n'est pas là-dedans. On est sur un programme qui rééquilibre un peu plus les rapports de force, qui ont été déséquilibrés en partie par la deuxième partie du quinquennat de Hollande, mais aussi et surtout par Emmanuel Macron. Donc oui, c'est un programme crédible, et la preuve en est, c'est que des gens mettent en jeu leur réputation et s'affichent, comme on l'a dit, Julia Cagé, etc., en soutien à ce programme, et je ne pense pas qu'ils le feraient si ce programme ne tenait pas debout. Puis au-delà de ça, c'est pas le Nouveau Front Populaire qui propose un programme et des économistes qui le suivent, c'est plutôt le Nouveau Front Populaire qui s'est inspiré des travaux de ces économistes pour établir le programme. C'est exactement ça. Et là, il y a aussi une différence, alors, avec principalement Marine Le Pen, puisque Macron s'était inspiré d'un certain nombre d'économistes plutôt libéraux, de très haut niveau également. D'ailleurs, on les entend moins là. Ce serait marrant de les entendre. L'autre fois, j'ai vu un débat sur le service public entre Anne-Laure Delattre, une autre économiste qui soutient plutôt
le programme du nouveau Front populaire, qui est très, très grande chercheuse aussi, qui est professeur à Dauphine, avec M. Pisani-Ferry, qui était un ancien soutien de Macron et qui lui-même a dit qu'il ne soutenait pas Macron. Et c'est très difficile de voir aujourd'hui les économistes qui sortent. Il faudrait peut-être que Macron les appelle, qui sortent pour soutenir Macron. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand on parle du RN, il y en a quasiment aucun. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver des économistes à droite et à gauche qui les soutiennent. Alors, le nouveau Front populaire propose aussi le blocage des prix de première nécessité pour qu'ils ne soient pas touchés par l'inflation. Dans Le Point, on s'inquiète et on présente des effets pervers d'une telle mesure, création de pénuries, hausse des prix sur d'autres produits, etc. Le journal présente l'exemple de la Hongrie en 2023. Je les cite, le blocage des prix a créé des pénuries et contribué à alimenter l'inflation car les producteurs ont reporté les hausses sur d'autres produits. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette mesure-là sur le blocage des prix? En fait, bloquer les prix pour les bloquer ad vitam aeternam, ça ne fonctionnera pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est de bloquer les prix. Déjà, pour peut-être remettre à plat la fiscalité, par exemple, des carburants, mais deux, pour essayer de comprendre quelles sont les marges. Parce que là, quand on parle de marge des distributeurs, qu'ils soient dans le carburant ou qu'ils soient dans l'alimentation, on n'arrête pas de nous dire que les marges sont infimes, on n'arrête pas de nous dire qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et quand on voit les résultats finaux, les Français se sont appauvris, les distributeurs ont gagné beaucoup d'argent, les producteurs ont gagné beaucoup d'argent. Il va falloir un moment qu'on comprenne cette marge. Et pour la comprendre, on ne peut pas travailler sur des fluctuations des prix. C'est extrêmement difficile. Les prix des carburants fluctuent quasiment tous les jours, les prix des matières premières agricoles fluctuent. Donc c'est très difficile d'évaluer dans ce contexte-là les marges. Moi, par exemple, j'avais beaucoup travaillé sur les carburants et je me rendais compte que quand les prix augmentaient, les distributeurs reportaient très rapidement les prix. Mais quand ils diminuaient, ils mettaient un certain temps à reporter la diminution et ils la reportaient souvent dans une moindre mesure. C'est-à-dire que vous avez les prix qui descendent et vous ne reportez pas les prix, vous faites des marges de dingue là, qui explosent. Et là, vous faites beaucoup d'argent. Et après, vous allez rattraper progressivement la baisse, pour pas que les consommateurs soient trop fâchés, mais pas autant que les hausses. Les hausses, elles étaient systématiques, rapides, de même niveau que la hausse des prix du pétrole. Les baisses, elles avaient du retard, elles étaient moins élevées. Donc vous voyez, quand ça varie, c'est très difficile. Et nous, on l'avait identifié sur 20 ans. Bloquer les prix pendant 6 mois, comme le Code du commerce le permet dans une période de forte fluctuation, de pouvoir à peu près identifier ses marges et de voir qui est-ce qui s'engraisse et qui est-ce qui s'est engraissé sur cette inflation. On a des résultats avec les profits, mais là, on le saura réellement. Donc oui, bloquer les prix permet à un moment une stabilité pour pouvoir vraiment discuter de quel prix doit être fixé, quelles marges font les distributeurs et en quoi on juge que cette marge n'est pas positive et comment elle se forme aussi. Et ça, ce serait important. Et c'est un travail qui n'a jamais été fait. Et il faudrait le faire. Là, il faudrait le faire. Donc le blocage des prix est un moyen important pour enfin savoir comment se partage cette valeur entre le consommateur, les distributeurs et les producteurs. C'est pour créer un rapport de force aussi? Et c'est aussi pour créer un rapport de force, parce que, faut le dire, les distributeurs ont baladé le gouvernement. Les producteurs aussi, ils l'ont baladé. Ils ont dit non, on ne fait pas de marge, etc. Ils ont vu les profits après. Donc Bruno Le Maire, en fait, il est toujours là derrière en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Il les appelle à baisser les prix, il les appelle à pas trop faire de marge. On n'en sait rien. Ils ont été baladés. Donc là, ça crée un rapport de force. Ça remet tout le monde autour de la table sur quelque chose. Voilà, on va vous surveiller. La direction de la concurrence va surveiller comment sont pratiqués les autres prix. On va bloquer les prix et on va analyser. On va faire une commission ensuite pour analyser les marges et peut-être même après pour remettre à plat une forme de fiscalité sur les carburants qui est effectivement très injuste. Mais le blocage des prix ne peut pas être une finalité, mais c'est un moyen nécessaire. Alors, pendant ce chiffrage, une question revenait sans cesse, celle de la dette. Tout d'abord, le nouveau Front populaire a répondu que les dépenses étaient toutes couvertes par une augmentation des recettes en face. Et ils ont aussi rappelé le creusement de la dette par Emmanuel Macron, malgré des mesures très libérales, même s'il ne faut pas confondre la dette et le déficit. Ça, on l'a rappelé plein de fois, enfin tu l'as rappelé plein de fois. Nous, actuellement, on a une dette à 110,6% du PIB en France, soit plus de 3101 milliards d'euros. On est plutôt dans la moyenne haute européenne, on ne va pas se mentir. Thomas, est-ce qu'on peut imaginer toutes ces dépenses-là avancées par le NFP, malgré notre dette, comme on l'entend partout ? En fait, moi, ce qui me fait trop marrer, c'est qu'il y a eu un constat qui a été fait même par Macron, même par les libéraux. Quand il a fait son grand discours sur l'Europe, Macron, il a dit « Nous avons été trop naïfs. Nous avons été trop naïfs face à la Chine et face aux États-Unis. Résultat des comptes, nous sommes en retard sur des secteurs des secteurs d'avenir, comme l'intelligence artificielle, les renouvelables, les batteries électriques. Nous sommes en retard. Et même sur un certain nombre de choses, les semi-conducteurs, nous sommes en retard. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis, aujourd'hui, ils creusent leur déficit, ils s'en foutent de la dette.
Je veux dire, c'est un principe d'économie qu'on apprend en macroéconomie en première année. C'est le principe contracyclique. Quand vous voulez relancer l'activité dans une période plutôt morose, vous creusez les déficits. Les États-Unis, ils le font. Ils ont un déficit plus élevé que nous, une dette plus élevée que nous. Mais là, il y a même la Chine qui le fait. Parce que qu'est-ce que vont vous dire les éditorialistes ou les commentateurs bontins? Ils vont vous dire, ah oui, mais vous savez, les États-Unis, ils ont le dollar, et nous, on n'a pas le dollar, on a l'euro. C'est toujours la même. Donc, eux, ils peuvent le faire. Alors, bon. Mais en fait, nous aussi, on pourrait le faire. L'euro, c'est une monnaie qui est quand même importante. La zone euro, c'est la première, c'est le premier PIB et la première zone d'activité au monde. La Chine, qui c'est pas encore le cas, qui est une grande puissance, mais qui n'a rien à voir avec la zone euro, qui n'a pas une monnaie aussi rassurante, on va dire, que la zone euro, qui reste un pays communiste, etc. Là, ils ont rajouté plus de 100 milliards à leur déficit. Ils ont dit, notre monnaie peut tenir, nous allons augmenter de 100 milliards notre déficit pour financer l'activité. Ils sont moins cons que nous. Hein. Vous voyez, ils sont moins cons que nous. Et donc, nous, on pourrait le faire. On refuse de le faire. Donc oui, il y a un moment, effectivement, où la relance de l'activité passe, et tout le monde le dit, y compris Pisani-Ferry, qui est un ancien conseiller de Macron, sur ce rapport sur la transition énergétique. Il va falloir financer, à un moment, des dépenses. Mais quand on finance quelque chose, il faut regarder ce que ça rapporte et pas ce que ça coûte. Parce que ça rapportera plus que ce que ça coûte. C'est l'effet multiplicateur. Alors c'est très difficile pour des gens qui n'ont jamais fait d'économie. Pour beaucoup de gens, ça n'existe pas. Mais dans tous les pays où il y a eu des coupes drastiques de la dépense publique, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse très forte de l'activité. Et M. Blanchard, qui était l'économiste en chef du FMI, quand il a appliqué des coupes drastiques comme certains think tanks du patronat veulent qu'on en fasse en France sur la dépense publique, il y a eu l'économie grecque qui s'est écroulée. Et il a fait un article académique dans la meilleure revue scientifique au monde, l'American Economic Review, et son article disait très clairement qu'il avait sous-estimé les multiplicateurs. Il y a des multiplicateurs dans l'économie, on en a un chez nous qui est au-dessus de 1. Donc ça veut dire que tout ce que l'on investit dans des secteurs, on va en récupérer plus. Vous voyez, et moi, je vais même aller plus loin dans ce raisonnement. C'est-à-dire que quand on parle d'investissement, une infirmière, un professeur n'est pas considéré comme un investissement. Mais moi, je considère que ce sont des investissements. Quand vous avez des bons professeurs, quand vous avez des bonnes infirmières, quand vous avez un bon service public, vous avez en fait, vous investissez en réalité dans le capital humain. Donc il y a un effet multiplicateur. Donc je veux dire, ce programme est validé par des grands économistes parce qu'il est crédible. C'est juste qu'il va y avoir un rapport de force un peu différent, une répartition des richesses et une répartition des richesses différente et une conduite de l'économie différente. C'est-à-dire que là, il va y avoir de la relance plutôt que de la réduction des déficits à marche forcée qui n'ont pas été efficaces, comme le prouve aujourd'hui, et ils ont raison de le rappeler, le bilan d'Emmanuel Macron. Sans oublier, tu en as un peu parlé, le climat, l'écologie, si on n'investit pas maintenant, ça va nous coûter, et si on parle que économie, en plus c'est un peu cynique, hein, on parle même pas d'humain, si on parle économie, ça va nous coûter très cher si on n'investit pas au niveau de la transition climatique et énergétique. Tout à fait, il y a les investissements majeurs dans la transition énergétique, la rénovation des bâtiments, par exemple la rénovation des administrations, la rénovation qui vont créer de l'emploi non délocalisables, la rénovation des entreprises et la rénovation des habitations. Et puis après aussi, il faut le dire, la préoccupation première des Français, ça reste encore le pouvoir d'achat, selon un dernier sondage. Le pouvoir d'achat qui est quand même loin devant. Et le seul, finalement, parti qui s'intéresse à cette question-là, c'est les partis de gauche. Macron, à part encore un micmac avec les cotisations sociales, il n'a rien vraiment à proposer. Et nous avons déjà vu ce programme. Et le RN, lui non plus. Et d'ailleurs, dans un premier temps, ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire grand-chose, en fait. Finalement, ils reculent quasiment sur tout. Ils reculent encore sur les prix de l'électricité. Ils reculent sur tout. Et il n'y avait pas déjà grand-chose dans le programme initial. Il n'y avait déjà pas grand-chose pour le pouvoir d'achat, à part le fait de retirer les charges patronales. Malgré leur discours qui se dit très proche des Français, hein, je parle du Rassemblement national, de toute façon, je peux vous inviter aussi à regarder l'épisode de la semaine dernière où on a bien parlé du programme du RN pour montrer en quoi, en fait, ils n'aidaient pas du tout les plus pauvres. Malgré tout, les attaques sur la crédibilité du programme perdurent, celle du NFP. C'est d'ailleurs la ligne de conduite de Gabriel Attal, candidat pour le parti macroniste. L'extrême gauche, la menace de la ruine économique et le retour du matraquage fiscal. La NUPES unie derrière la France insoumise malgré les pires outrances et les pires compromissions. De l'autre côté, il y a nos candidats, ensemble pour la République. Pour nous, la France, notre France, c'est celle de l'unité, de l'apaisement et du progrès. Les extrêmes, eux, attisent les colères et divisent les Français.
Notre France, c'est celle qui défend les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Les extrêmes, eux, veulent le communautarisme et la stigmatisation. Notre France, c'est celle du travail et du pouvoir d'achat, autour d'un mot d'ordre, gagner plus et payer moins. Ce sera la baisse de 15% des factures d'électricité dès cet hiver. La revalorisation des retraites sur l'inflation. Ce sera aussi une règle d'or, pas de hausse d'impôts. Les extrêmes, eux, promettent l'explosion fiscale et le rabot sur les pensions de retraite. Notre France, c'est celle qui donne un accès aux soins à tous et une éducation de qualité à nos enfants. Les extrêmes, eux, mèneraient à la faillite de nos services publics. Certains estiment aussi que les recettes des taxations prévues par le NFP sont estimées de manière trop optimiste. Thomas, pourquoi ces méfiances-là perdurent ? Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que je pense que les gens sont tellement habitués, ils ont tellement vécu dans un lavage de cerveau depuis ces 30 dernières années, où on leur dit que la seule politique possible, c'est la politique qui viserait à flexibiliser le marché du travail, réduire la fiscalité, baisser les charges. C'est à peu près ça qu'on nous vend tout le temps. Et laisser faire les entrepreneurs. Et que les gens ont admis les inégalités salariales, les inégalités de revenus, ils ont tout admis. Et aujourd'hui, vous avez 3 groupes, parce que c'est à peu près ça en politique, 3 groupes, c'est-à-dire le centre, la gauche et le RN. Vous n'avez qu'un seul parti qui a chiffré son programme, avec des bons économistes, ça personne ne peut remettre ça en cause, et les gens ont encore de la défiance. Moi, à un moment, si vous croyez plus, je sais pas moi, quelqu'un qui vous dit à la télé avec Bac+2 ou qui n'a jamais fait d'économie, n'a jamais d'étudier l'économie, que c'est pas crédible, plus qu'un programme qui est chiffré par des experts, il faut aussi mettre les lecteurs face à ses responsabilités. Si vous pensez que le système est parfait comme il est, dans ce cas-là, continuez comme ça. Si vous voulez aller sur un parti qui met en premier lieu la lutte contre l'immigration et qui n'a finalement que ça dans son programme et qui est la seule constante qu'il a depuis qu'il a été créé et qui n'a fait que varier dans tous les sens, voilà. Et puis si vous voulez un peu changer les choses, vous avez un programme qui est chiffré, c'est le seul qui est chiffré et qui est soutenu par des grands économistes et qui n'a jamais vraiment été tenté. Donc allez-y. Donc voilà, moi, à un moment aussi, je comprends pas. C'est le programme le moins crédible et en même temps, c'est le seul programme qui est chiffré, soutenu par des économistes. Donc vous n'allez pas expliquer à des économistes de métier, justement, leur métier. Alors le nouveau Front populaire est passé au grand oral du MEDEF et ils n'ont pas fait l'unanimité devant le parterre des patrons où ils ont dit on veut vous taxer. Sur les plateaux télé, on a pu entendre que le programme du RN pouvait être moins dangereux économiquement que le programme du NFP. Toi Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, là, il y a une vraie faillite morale. C'est-à-dire, je ne sais pas si on aurait vu ça en 2002. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde affiche très clairement. Moi, j'ai lu un article des Échos où ils expliquaient vraiment la journée. Les partis de gauche ont été hués. Alors, je pensais que moi, les patrons savaient se tenir. Finalement, les partis de gauche ont été hués. On a vu clairement que les gens aimeraient que Macron reste au pouvoir, et ça, je peux les comprendre. Ils ont été très gâtés par Macron. Mais qu'ensuite viendrait le RN plutôt que les partis de gauche. Et là, donc, les gens s'accommodent. Et je pense que on peut remercier une grosse partie de chaînes comme CNews qui ont bien lavé le cerveau de gens depuis un certain nombre d'années. C'est qu'une personne s'accommode de choses, de pratiques parfaitement discriminatoires et xénophobes. Par exemple, quelqu'un va être malade, on ne va pas le soigner parce qu'il est étranger. Voilà. Ou on va lui demander de payer, et s'il n'a pas de moyens, on ne le soigne pas. Donc, sauf dans des conditions, bien sûr, ils l'ont dit, où ce serait mortel, mais je ne sais pas, quelqu'un a la tuberculose, on le laisse circuler, comme ça on ne va pas le soigner, parce que tous les médecins sont contre. Et là, vous avez un parti qui prône ça, qui va dire, oui, toi, tu ne peux pas faire ce métier parce que tu es étranger, et toi, tu peux le faire parce que tu es français. Et tout le monde trouve ça normal, et tout le monde s'accommode de ça. Il n'y a personne qui tire la sonnette d'alarme. Je remercie Mathieu Pigasse, soit dit en passant, qui est un patron, qui est milliardaire et qui, lui, a dit qu'il soutenait le programme de gauche face au RN, qu'il n'hésiterait pas, et qui a eu une critique envers le MEDEF. Et je trouve ça bien qu'il y ait des gens comme ça. Et je pense que moi, si j'étais entrepreneur, là, je ferais des tribunes pour dire que non, on n'est pas représenté par le MEDEF. Parce que là, c'est un peu particulier ce qui se passe quand même. On peut discuter des programmes sans huer, et puis choisir un programme avec une composante xénophobe, parce que on juge qu'il y a plus de chances que ces interlocuteurs reculent, parce que c'est à peu près ça, reculent face aux demandes du patronat.
c'est une vraie faillite, et faillite morale. Et de toute façon, quand on allume la télé, là, ça fait à peu près 2 semaines qu'on la voit, la petite musique. Les éditos économiques du matin, là, c'est toujours la même chose, quoi. Dans le meilleur des cas, on met dos à dos le RN et le programme de gauche, le nouveau Front Populaire. Parfois, il y en a même qui disent que le RN est beaucoup plus crédible que le programme du Front Populaire. Alors vraiment, je rappelle, hein, encore une fois, la plupart des gens qui parlent à la télé, ils n'ont pas fait d'études d'économie. Ils n'ont pas fait d'études d'économie. Donc si vous les croyez, à un moment, c'est votre problème aussi. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Si tu crois un mec qui te met une disquette en 1 minute et que tu regardes qu'il n'a pas fait d'économie, bah c'est ton problème, c'est très bien. Dans ce cas-là, on peut te dire n'importe quoi, tu vas croire, tu vas te prendre dans la rue, quelqu'un va te dire tiens, voilà, prends, achète-moi ça, c'est de la... Tu vas le croire. Non, mais à un moment, il faut aussi avoir un peu un esprit critique. Si tu crois quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'économie et qui t'explique des trucs, c'est ton problème. Mais il y a quand même eu une dérive, une acceptation de ce programme du RN qui est parfaitement scandaleux, parce que quand on regarde la partie sur l'immigration, je ne sais pas si les gens trouvent que ça, c'est pas très gênant, que c'est juste un petit détail du programme. Eh ben, c'est grave. C'est qu'on en est là vraiment, on a passé en une étape supplémentaire dans l'horreur. Parce qu'il y a une protection, une défense de ses propres intérêts en tant que chef d'entreprise, parce que le programme du RN n'est pas un danger pour les chefs d'entreprise. Donc il y a une sorte de défense d'intérêt de classe vis-à-vis de l'intérêt général. Ouais, mais il faut avoir un peu une vision à 180 degrés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que son bilan comptable, il faut un peu regarder les choses dans son ensemble. Non, je veux dire, il y a eu je sais, les entrepreneurs, ils ont fait des études, ils ont eu des cours d'histoire en 4e ou en 3e. Il y a des cours d'histoire où on vous montre quand même qu'un certain nombre d'entreprises françaises étaient très bien contentes de travailler avec les Allemands. Par exemple, Renault, c'est pour ça que ça a été nationalisé. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il y a des moments où il y a des moments où le choix ne peut pas être que son bilan comptable, etc., etc. Il y a aussi des choix qui dépassent ça. Et quand on a fait un peu d'études, on le sait. Donc moi, je pense que là, qu'ils soutiennent Macron, je trouve ça parfaitement normal. Encore une fois, ils ont été gâtés. C'est un programme pro-business, c'est un programme pour eux. Voilà. Mais qu'après, ils se disent qu'ils ne vont pas faire le barrage au Rassemblement national, on n'aurait jamais entendu ça on n'aurait jamais entendu ça en 2002. Et là, c'est parfaitement normal, et c'est la musique qu'on nous joue, et qu'on nous joue dans le patronat, dans un certain nombre d'éditos échos, et c'est grave. C'est parce que tout le monde si ça passe, tout le monde aura une responsabilité. Hein. Ça, c'est clair et net. Puis il suffit pas on peut ne pas être raciste si on a fait 0 études. Hein. C'est vraiment un truc d'humanité basique, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. Non, tout à fait. Mais après, quand je vous parlais des économistes, c'est-à-dire que on a une facilité aussi à effacer des gens qui se sont tapés 8 ans d'études sur un domaine. C'est pas rien, 8 ans d'études, qui se tapent des publications académiques dans un domaine. On a tendance à effacer ça d'une main via un édito de quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont fait. L'économie, je l'ai toujours dit ici, c'est pas que des chiffres qu'on énonce, c'est des raisonnements aussi. Ces raisonnements, il faut un certain nombre d'années pour les acquérir. Et aujourd'hui, en fait, on met sur un pied d'égalité des chercheurs confirmés dont on a parlé aujourd'hui, avec des mecs qui sont des journalistes économiques. C'est pas mal, mais ils n'ont jamais fait d'études d'économie, c'est pas la même chose. Donc ils commentent, c'est très bien, mais là, ils dépassent, ils donnent un avis. Mais on peut pas, enfin, à un moment, c'est comme un commentateur de football avec un joueur de foot. Qu'il aille sur le terrain, on va voir comment il va jouer. Et ben là, c'est pareil. Les gens discutent. Je veux dire, moi, je l'ai toujours dit ici. Discuter des programmes sur un pied d'égalité, c'est la démocratie. Vous avez des économistes qui soutiennent le programme de Macron, on peut discuter des programmes, voilà, il n'y a pas de souci. Le programme du RN n'est pas soutenu, mais on peut encore une fois en discuter. Mais faire passer un message avec un ordre de grandeur en disant Macron c'est le crédible, le RN c'est moins crédible, mais c'est mieux que le Front Populaire, je trouve ça très, 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 très grave. Puis il y a aussi, on en a peu parlé, mais les électeurs de gauche ont voté à plusieurs reprises pour Emmanuel Macron pour faire barrage au RN. À l'inverse, il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Tout à fait, ouais. Bah, là on le voit bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Macron au 2e tour, énormément de gens qui ne partageaient absolument pas son programme économique de casse sociale, mais qui ont voté justement contre la dominante xénophobe du Front du RN. Et aujourd'hui, on voit bien qu'une grosse partie des gens préféraient finalement le RN
à la gauche. Bon, voilà. Et que les attaques principales se font, on le voit bien, en partie et ce qu'a dit Attal, sur le programme économique, alors même que c'est le seul qui est chiffré et soutenu par des grands économistes. Donc normalement, les gens devraient avoir un minimum de confiance. Merci Thomas. Merci. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, urgente, 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Et ça y est, nous nous rapprochons grandement de la TNT. Vous le savez, nous avons déposé en mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Et notre dossier est suffisamment sérieux pour passer au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionné cet été pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible. C'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. Notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Tout est entre vos mains. Pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran, ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous la vidéo YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.